أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la JBS Télévision, bienvenue dans son émission La Voix de l'Islam. Il s'agit de votre rendez-vous hebdomadaire, produit et diffusé lorsqu'il est 21h chez vous et chez nous. Votre rendez-vous traditionnel qui vise, n'est-ce pas, à vous faire connaître, à vous rappeler ou à vous présenter l'islam dans son essence. Comme traditionnellement, toutes les semaines, nous choisissons pour vous et pour nous une thématique particulière et singulière, mais aussi des invités particuliers et singuliers pour faire valoir les connaissances que nous avons acquis, n'est-ce pas, et le distribuer avec vous. Comme nous sommes à l'aune de la rentrée scolaire, il faut dire à 72 heures parce que prévu le 5 octobre 2020 pour le compte de l'année 2020-2021, nous avons choisi pour vous la thématique de l'orientation. Bien préparer sa rentrée scolaire. Comment le faire? Nous avons bon nombre de questions que nous allons déblayer, étayer et décortiquer ici en présence de notre invité qui est connu de tous, du moins pour la plupart. Il s'agit de monsieur Fompou Amadou qui est professeur des lycées d'enseignement général. Il est également censeur au lycée bilingue de Nubel, ça vous ne le doutez pas. Et comme dernière casquette, il est chevalier de palme académique. À qui nous disons marhaba et assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment vous allez? Alhamdoulilah, ça va très bien. Et je remercie grandement Dieu. Je profite aussi de l'occasion pour saluer vos milliers de téléspectateurs et souhaiter une bonne rentrée à toute la communauté éducative du Cameroun. Barakallahu fik, monsieur. Et nous voudrons dire, parce que vous êtes censeur, comment est-ce que vous préparez, n'est-ce pas, la rentrée scolaire qui est déjà à 72 heures? Bon, en fait, la préparation de la rentrée scolaire, c'est notre travail. C'est un travail que nous faisons presque chaque année. Donc nous ne sommes pas surpris, rien ne nous surprend. Il y a tout un canevas, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour que nos rentrées se déroulent dans de très bonnes conditions. On peut parler entre autres de la propriété des lieux, encore que nous sommes dans l'ère Covid. On peut parler des inscriptions, on peut parler des recrutements pour les cas où on peut, parce que cette année c'est un peu compliqué. On peut aussi parler de la préparation au sens didactique du terme, à savoir préparation des cours, revoir certaines choses qu'il faut revoir. Bon, ça c'est du côté des enseignants, du côté de l'administration, mais du côté du parent c'est plutôt autre chose. Je crois que nous aurons l'occasion d'entrer dans la préparation du côté du parent ou bien du côté de l'élève lui-même. Mais sinon, du côté de l'administration, c'est notre travail. Nous le faisons autant que faire se peut. Et ça a toujours été bien. On espère que pour la rentrée prochaine, ça sera encore plus bien que ça. Quand bien même cette rentrée, elle est un peu plus compliquée que toutes les autres rentrées que nous avons connues. Compliqué, vous l'avez dit, et particulier, vous aviez parlé de l'ère Covid. Nous savons qu'avec l'avenue ou l'avènement du coronavirus, beaucoup de calendriers ont été changés, notamment le calendrier du système éducatif mondial, particulièrement celui du Cameroun. Chose inhabituelle, le 5 octobre qui est la célébration de la journée mondiale de l'enseignement ou de l'enseignant est également prévue pour la rentrée scolaire 2020-2021. Cette coïncidence, vous pensez que la rentrée elle sera effective? La rentrée, elle sera vraiment effective. Et il me semble que dans certains réseaux sociaux, il y a des gens qui s'amusent à parler de je ne sais quoi, report, et que les gens sachent que au Cameroun, la rentrée aura bel et bien lieu lundi le 5 octobre 2020, pour ce qui est de la rentrée scolaire 2020-2021. Le fait que ça coïncide avec la fête des enseignants ou bien la journée internationale des enseignants, ce n'est pas une fête en tant que telle.
ce n'est aucunement un problème. Les enseignants sont des citoyens à part entière comme les autres. Vous allez vous souvenir de ce que le 20 mai, ou bien le 1er mai aussi, qui est la journée de la célébration de la fête du travail, 20 mai, fête nationale au Cameroun, ça a été célébré d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que ces deux journées sont déjà ancrées dans nos mémoires, dans notre histoire. Ce n'est pas la journée du 5 octobre qui peut mettre des entraves sur la rentrée scolaire au Cameroun. Les enseignants sont les citoyens et ils ont plusieurs manières de célébrer leur journée internationale. Ce n'est pas seulement le défilé. Si le chef de l'État a pu sursoir les défilés du 20 mai, sursoir les défilés du 1er mai, ce n'est pas le défilé du 5 octobre qu'on peut ne pas sursoir. Je ne suis pas en train de dire que ça, on va sursoir. Non, non, mais ce n'est pas ça qu'on ne peut pas ne pas sursoir. On peut toujours sursoir ça pour que la rentrée scolaire au Cameroun se passe dans de très bonnes conditions. Et les enseignants, comme c'est leur journée internationale, c'est une journée de réflexion, c'est une journée de prise en compte, en fait, de réflexion pour un peu voir comment évoluer dans leur travail, travailler dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas seulement le défilé qui marque cette journée-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'établissement même. Quand on défile souvent, la grande partie même de cette journée, ça se célèbre dans les établissements, avec les conférences, avec les tables rondes, avec tout ce qui... Les orientations. Oui, toutes les orientations, beaucoup d'éléments. On peut toujours faire ça. Ça n'aura aucune entrave sur la rentrée scolaire 2020-2021. Tenez-vous tranquille. Donc je profite de votre antenne pour demander à tous les parents, à toute la communauté éducative de se préparer pour que les enfants soient là lundi matin dans leurs différents établissements respectifs. Nous l'aurons donc compris, fidèles téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, la rentrée, Inch'Allah, sera effective au 5 octobre 2020 pour le compte de l'année 2020-2021. À cet effet, mettons les petits plats dans les grands. Et puisqu'on parle des petits plats dans les grands, assaisonnons notre entretien, notre émission avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate du jour. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Nous disons donc Jazakallahu khairan au frère Abdul Goma qui a sélectionné, n'est-ce pas, cette sourate qui nous rappelle la nécessité de l'apprentissage. Iqra, lis. Le premier verset, descendu du noble Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec vous, messieurs et dames, nous sommes dans la voie de l'islam sur DBS Télévision. Et si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train d'aborder cette thématique, comment bien préparer sa rentrée scolaire. Avec notre invité, nous avons déjà eu à confirmer que cette rentrée sera effective le 5 octobre 2020, Inch'Allah. Et nous allons comme ça lui poser la question future qui est à savoir, comment est-ce qu'on peut faire
pour effectuer le bon choix pour l'établissement? Bon, la question, elle est très importante. Déjà, le choix de l'établissement d'un élève s'opère par le parent. Ce n'est pas l'élève qui choisit son établissement, à moins qu'il ne soit peut-être déjà mature. Bon, les établissements déjà publics, vous savez que les établissements sont classés par ordre. Il y a l'ordre d'établissement public. Les lycées, les CES, pour ce qui est du secondaire, et les écoles publiques, tous ces établissements sont déjà homologués par les ministères des enseignements secondaires, les ministères de l'éducation de base. Quel qu'en soit l'établissement public que vous trouvez, sachez que là-dedans, il y a du bon. À côté des établissements publics, il y a des établissements confessionnels, il y a des établissements privés laïques. Il faut d'abord, avant d'aller vers un établissement privé, il faut être sûr que cet établissement est d'abord reconnu par les ministères de tutelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent les établissements clandestins. Mais généralement, tous les établissements privés reconnus par les ministères de tutelle sont les bons établissements. Puisqu'avant de les reconnaître, il faille d'abord qu'on voit si les enseignants chevronnés sont là. Ça fait partie de la constitution du dossier. Les gens qui dirigent, est-ce qu'ils sont de la matière? Les gens qui vont enseigner, et s'ils le sont. Et chaque fois, il y a les inspecteurs, il y a des descentes pour voir si les choses se font conformément aux lois de la République. Donc, si c'est par exemple le cas de Douala, ces établissements sont vraiment légion. Donc, avant que le parent ne choisisse un établissement quelconque, il faut qu'il se rassure que l'établissement est reconnu par le ministère de tutelle, que ce soit l'établissement public ou bien l'établissement privé, surtout les publics. Je dis déjà que les publics, pour ça, il ne faut pas s'inquiéter. Aucun lycée n'est clandestin, aucun lycée ne peut fonctionner avec les gens qui ne sont pas matures, avec ceux qui ne sont pas les enseignants. Donc ce choix, c'est un peu facile à s'opérer. Mais si on se trouve dans une difficulté pour opérer son choix, il faut qu'on contacte un expert. Il y a des enseignants que vous connaissez qui peuvent vous aider à choisir un bon établissement. Il y a des conseillers d'orientation. Il y a quand même dans notre nosphère, ce que j'appelle la nosphère, c'est en fait un synonyme de communauté éducative. Il y a les gens qui peuvent vous orienter. Il y a les délégations régionales, il y a les délégations départementales, il y a les inspections pour les écoles primaires. Vous pouvez vous diriger par là-bas et on peut bien vous orienter. Donc voilà en quelque sorte comment on peut opérer le choix pour un enfant. Mais pour un enfant qui est déjà dans un établissement quelconque, qui s'en sort, je conseille les parents de ne pas faire de lui un nomade de l'école. C'est-à-dire partir d'une école, aller dans une autre. Il faut le maintenir dans l'établissement où il s'est déjà adapté. Et vous vous rendez compte que dans cet établissement, il peut être bien formé. Donc, voilà grosso modo comment on peut opérer en ce qui concerne le choix. Bon, il y a encore une autre catégorie de parents qui, ayant déjà les enfants dans les établissements scolaires, ils ne cherchent pas à savoir si l'année scolaire 2019-2020 s'est bien achevée. Ça s'achève bien comment? Si on a retiré le bulletin et on se rend compte que l'enfant passe en classe supérieure ou bien il est au moins maintenu dans l'établissement. Force est de constater que beaucoup de parents, c'est à moins 2 jours, 3 jours de la rentrée qu'ils se rendent dans l'établissement scolaire pour retirer les bulletins de l'année scolaire 2019-2020 qui s'est achevée depuis belle lurette. Ouais. Et des fois, ils se rendent compte que l'enfant est exclu de l'établissement et c'est un gros problème. À la hâte, c'est parfois difficile de savoir à quoi s'en tenir. Justement. Pour cela, je conseille les parents de toujours retirer les bulletins à la fin de l'année, au moment propice, pour voir si l'enfant est maintenu dans l'établissement, s'il passe en classe supérieure ou pas, et savoir s'il faut le maintenir dans le même établissement ou bien il faut opérer un choix pour un établissement un peu plus adéquat. Ce que vous dites, c'est regrettable, mais c'est vrai parce que nous le vivons, n'est-ce pas, dans notre environnement ici. Presque toutes les années. Oui, exactement. Donc, il faudrait déjà, la base, savoir que l'établissement qui devrait être choisi, ce soit un établissement reconnu légalement parlant. Justement. Et puis, si l'enfant est déjà dans une école, qu'il fait bien, n'est-ce pas, son parcours, c'est mieux de le maintenir que de le changer parce que ça pourrait aussi changer son quotidien. Justement. Et maintenant, quant aux parents musulmans, quel type d'école vous conseillerez qu'ils puissent faire le choix? Bon, le parent musulman, c'est un parent comme tous les autres. Hein. Il est dans un pays comme le Cameroun.
Si, bon, on se serait attendu à ce que je dise qu'ils choisissent les établissements privés confessionnels musulmans. Et ici, dans la ville de Douala, vous allez compter combien? Si vous êtes par exemple à Bonanjo, je ne sais pas si à Bonanjo on peut retrouver une école primaire d'obédience islamique, je ne crois pas. En ce qui concerne les établissements secondaires d'obédience islamique, à ma connaissance, il n'y a que peut-être 2, le collège polyvalent islamique de Douala et le collège Fatimé. Je ne sais pas s'il y en a encore. C'est plus en cours. Oui, donc on ne peut pas d'emblée dire à un parent d'aller dans un collège islamique. Je veux vous dire que les établissements publics, d'après moi, ça ce n'est que mon petit classement, sont les meilleurs établissements du Cameroun. Je ne veux pas dire du monde. Ce sont les meilleurs. Dans ce sens que les enseignants qui y sont, à quelques exceptions près, sont les enseignants formés dans les écoles normales et suivis par l'État. À côté de ça, il y a des établissements reconnus par l'État qui ont aussi des enseignants. Quand bien même certains ne sont pas sortis des écoles normales, ils ont fait beaucoup de séminaires et sont suivis par les inspecteurs de pédagogie. Et à force de forger, on devient forgeron. Bon, pour dire que tous ces établissements-là sont propices pour le musulman. Le musulman peut avoir peut-être des petits problèmes dans les établissements où on va lui demander d'apprendre la Bible, d'apprendre la catéchèse. Bon, c'est là où il peut avoir un peu de problèmes. Ouais. Mais le lycée et les collèges laïcs sont des établissements propices pour le musulman. Maintenant, si c'est possible de les inscrire dans les établissements confessionnels islamiques, ce serait une très bonne chose. Mais je ne vais pas dire d'emblée que ce n'est que ça, parce que c'est lui qui n'a pas ça à côté. Il risque de laisser son enfant à la maison pour dire que, bon, comme on dit qu'il faut aller dans le confessionnel islamique, et je n'ai pas, mieux vaut pour moi. Non, non. Au Cameroun, les choses sont telles que vous pouvez suivre votre cursus scolaire dans les établissements publics, dans les établissements privés, et apprendre la morale islamique, même à la maison, même il y en a tellement de possibilités d'apprendre la morale islamique. Mais si vous avez cette possibilité d'aller dans une école confessionnelle islamique, ce serait une bonne chose, tant mieux. Et ce n'est pas une fin en soi, parce que les gens croient que c'est parce qu'on a inscrit un enfant dans un établissement islamique qui devient très vite un islamologue ou bien devient un enfant très bien moralisé. Non, le tout, c'est le bon suivi. C'est ça le plus important. Le suivi déjà parce qu'il est constaté et il est dit et prouvé que l'école d'abord c'est à la maison, parce qu'il y a des parents qui devraient inculquer le savoir à l'enfant pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'adapter dans la société. Oui. Donc je vais aussi vous donner raison lorsque vous parliez des établissements publics, parce que c'est dans ces établissements que moi j'ai par exemple fait mon parcours. Je me rappelle, école publique groupe 1 de Belabo, ensuite le lycée de Belabo, après l'université de Douala, tous ces publics. Et là vous n'avez pas de contraintes religieuses de ce côté-là. C'est maintenant votre foi et votre éducation familiale qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous focaliser dans la science islamique pour ajouter à la science mondaine. Maintenant, quittant des parents aux enfants peut-être, comment est-ce qu'on pourrait préparer sa rentrée scolaire pour un élève? Bon, pour un élève, la préparation de la rentrée scolaire, comme pour toute la communauté éducative, c'est avant la rentrée scolaire même. L'élève, quand il a fini avec l'année scolaire précédente, il se repose un peu, à moins quelques jours pour le retour. Il doit cesser avec les activités ludiques, les activités commerciales, les activités. Il doit quand même se donner 2, 3, 4 jours pour récupérer et savoir que lundi prochain, il doit lancer une année scolaire qui est quand même une très grande étape de sa vie. Donc, c'est déjà ça. L'enfant doit tâcher moyen de savoir est-ce que l'établissement où il fréquentait l'an passé, et s'il y a encore son nom là-bas, parce que c'est très important. Il ne faut pas seulement que l'enfant abandonne tout aux parents et s'attende le jour de la rentrée pour qu'on l'oriente d'une manière ou d'une autre. L'enfant doit veiller à ce qu'il ait le petit minimum, c'est-à-dire le minimum pour commencer lundi. Le minimum, c'est quelques cahiers. Et déjà, la liste de fournitures. L'enfant ne doit pas attendre lundi de la rentrée pour aller à l'établissement. Il devrait déjà être à l'établissement. On ne leur demande pas, on ne les chasse pas. Il passe dans l'établissement, lit au moins la liste de fournitures. Moi, par exemple, mes parents le faisaient n'étant pas lettrés. Il peut arriver que vos parents ne soient pas lettrés. C'est vous, l'enfant, qui peut. Vous pouvez amener votre parent, tout comme vous pouvez aller à l'établissement, au moins copier la liste de fournitures pour présenter aux parents que voici ce dont je dois commencer ma rentrée avec. Regardez les modalités de l'inscription. C'est quand même des petits trucs que l'enfant doit savoir. Les modalités de l'inscription dans l'établissement. Informer les parents par rapport à cela. Tâchez moyen d'avoir
quelques nécessaires pour commencer lundi. Et toujours est-il qu'il faut avoir un moral extrêmement haut. Le moral ne doit pas être bas. Rien ne dépend du résultat de l'année dernière. L'année dernière est passée. Que le résultat fût bon ou pas, c'est une autre année qui commence. Qu'on soit redoublant ou bien nouveau dans la classe qui vous attend, rien n'est joué. Qu'on se prépare, parce que c'est une bataille dans la guerre, qu'on se prépare comme on se prépare souvent et qu'on sache qu'on est en train d'engager une autre étape de la vie qui n'est pas des moindres. Donc nous résumons en disant que l'enfant doit d'abord savoir à l'école qu'est-ce qu'on lui demande là-bas en passant par cette école à lire, qui n'attendent pas lundi, qu'il passe au moins aujourd'hui, dimanche ou bien samedi ou dimanche, regarder les quelques affiches qui sont là-bas, rentrer à la maison, informer les parents, tâcher moyen d'avoir quelques livres et cahiers et avoir les horaires. Généralement, c'est 7h30, le début des cours exacts, et comprendre que si c'est 7h30, le début des cours exacts, on doit être au lycée ou bien dans son établissement. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous aurons un système d'éducation. Oui, d'éducation, le mi-temps, parce qu'il faut pas pallier au coronavirus et les pouvoirs publics, à travers les ministères, les différents ministères de l'éducation, ont mis les bouchées doubles pour que aucun enfant ne reste à la maison parce que la COVID-19 a fait tel ou tel. Toutes les dispositions sont prises pour que tous les Camerounais aillent à l'école. Donc là, c'est le sens d'un enfant ou bien d'un élève responsable. Justement. Nous avons parlé, n'est-ce pas, sur les critères de choix d'un établissement qui est fait par le parent, la préparation, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire. Et maintenant, monsieur Fompo Amadou, dites-nous quel est le comportement à tenir par l'élève musulman à l'école. Parce qu'il faut dire qu'à Douala, par exemple, ces jeunes sont parfois dotés d'un comportement déplorable, qu'on crie souvent sur eux, vous êtes censeurs, il y a ce qu'ils font de la délinquance et tout ça. Quel est le comportement atypique d'un enfant musulman à l'école? Bon, avant d'arriver à l'enfant musulman, je sais que ça c'est une émission qui est d'obédience islamique. Mais nous sommes dans un pays où presque tous les Camerounais nous regardent. L'enfant en tant que tel, qu'il sache qu'il est là pour recevoir de l'éducation de ses parents et des éducateurs qui sont mis à sa disposition par l'État. Les éducateurs comme nous sont mis à la disposition de l'enfant par l'État. Et il est hors de question que l'enfant fasse comme s'il était déjà un enfant autonome. Quel qu'en soit l'enfant, qu'il soit musulman ou pas, dans un établissement scolaire, il y a ce qu'on appelle règlement intérieur. Et ce règlement intérieur ne tient pas compte d'une religion quelconque. Et quand vous lisez ce règlement intérieur, si vous regardez à fond, c'est comme si on a puisé ça dans le Coran, c'est comme si on a puisé ça dans la Bible. Qu'est-ce qu'il est dit dans le règlement intérieur? On ne fume pas la cigarette, on ne fume pas la drogue, on ne lutte pas, on n'injurie pas, tout ce que nous reprochons, tout ce que Dieu interdit dans le Coran, c'est presque interdit dans le... En fait, tout ce qui est interdit dans le règlement intérieur, ça reste islamique. Ce sont des choses islamiques. Respect vis-à-vis du camarade, respect vis-à-vis de l'enseignant, respect vis-à-vis du visiteur. Ce n'est pas pour rien que quand un visiteur entre dans une salle de classe, qu'il soit enseignant ou pas, tous les élèves s'élèvent. Tout ça, ce sont des mesures de respect, des signes de respect qu'on a mis là, c'est l'éducation. Et ce respect, ce n'est pas seulement le musulman, ce n'est pas seulement le chrétien, non. Donc un élève musulman, pour revenir à ce que vous dites, c'est celui-là qui respecte très bien le règlement intérieur de son établissement. Tout commence par là. Et en plus de ce règlement intérieur, il est éduqué islamiquement à la maison et comprend que le respect même de ce règlement intérieur, c'est une adoration de son Dieu. Quand on respecte le règlement intérieur, c'est qu'on est en train d'adorer Dieu. Exactement. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, je ne suis pas vraiment exégète de l'islam, mais je sais, il dit qu'il faut respecter les injonctions de Dieu, les injonctions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les injonctions des gens doués du commandement. Quand vous êtes dans un établissement scolaire, c'est lui qui a le commandement dans un établissement scolaire, c'est le chef de l'établissement. Et c'est ce chef de l'établissement qui signe le règlement intérieur. S'il a signé le règlement intérieur, il est doué de commandement, vous devez respecter. En respectant ça, vous respectez la parole de Dieu. Donc un élève musulman, pour nous résumer, c'est celui-là qui respecte les règlements du milieu où il est. Et le milieu où il est, on ne va jamais lui demander de fumer, de boire, de forniquer, jamais. À l'établissement scolaire, tout ce qu'on apprend aux enfants
excepté quelques petits trucs qui peuvent être considérés comme des rapages dans certains établissements. Mais tout ce qui est enseigné, que ce soit enseigné par le chrétien ou le musulman, quand vous regardez bien, ça reste l'enseignement qui découle, dont la source est la parole de Dieu. Encore que Dieu, pour l'être humain que nous sommes, c'est lui le meilleur enseignant. Musulmans ou non, vous êtes milliers, chers téléspectatrices et téléspectateurs, qui nous regardaient ici pour parler, n'est-ce pas, de la rentrée scolaire avec M. Fompo Amadou, qui est censeur au lycée bilingue de Niobel. Il faudrait dire que nous sommes appelés à respecter les canaux étatiques et administratifs pour être des élèves qualitatifs, puisque l'objectif d'un élève aux établissements, c'est la quête du savoir et non attiser les problématiques ou alors les problèmes. Assez d'éléments que nous avons décortiqués, assez d'éléments que nous avons à décortiquer, mais avant d'arriver à ce niveau-là, nous allons vous permettre de souffler avec ce reportage qui parle de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum fidèles téléspectateurs, bienvenue sur DBS Télévision dans son émission La Voix de l'Islam. En prélude à la rentrée scolaire pour le compte de cette année, le thème choisi pour cette édition porte sur l'éducation. Et à ce sujet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La quête du savoir est obligatoire pour tous les musulmans ». En effet, le tout premier mot du Coran révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut « Iqra », lis. Avec un ordre aussi direct de rechercher le savoir, l'islam a donc donné une importance capitale au système éducatif. Ceci, afin de s'acquitter de cette obligation décrétée par Allah et appuyée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout au long de l'histoire de l'islam, les grandes bibliothèques ainsi que des centres d'apprentissage réputés dans des endroits comme Bagdad, Cordoué et Le Caire ont été construites. Ibn Khaldun affirme dans sa Muqaddima: il faut savoir que l'instruction des enfants dans le Coran est un symbole de l'islam. Les musulmans ont pratiqué un tel enseignement dans toutes leurs villes, car ce dernier imprègne les cœurs d'une croyance ferme et de foi, lesquelles sont obtenues à partir des versets du Coran et de la sunna prophétique. Les tout premiers établissements d'enseignement du monde islamique étaient relativement informels. Les mosquées ont toujours été utilisées comme un lieu de rencontre où les gens peuvent se rassembler autour d'un érudit, assister aux cours, étudier des livres avec lui et acquérir des connaissances. Les fondateurs des 4 écoles de droit musulman, les imams Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ibn Hanbal, acquérirent leurs immenses sciences en siégeant à des rassemblements avec d'autres savants, généralement dans des mosquées, dans le but d'échanger et d'apprendre les lois islamiques. Certaines écoles à travers le monde musulman continuent cette tradition de l'éducation. Dans les 3 mosquées les plus sacrées de l'islam, à savoir Masjid al-Haram à la Mecque, Masjid al-Nabawi à Médine et Masjid al-Aqsa à Jérusalem, des savants siègent régulièrement et donnent des cours dans ces mosquées. Les madrasas étaient généralement rattachés à des mosquées. C'est le cas par exemple à l'université Al-Azhar du Caire, en Égypte, fondée en 970, et à l'université Al-Qarawin à Fès, au Maroc, fondée en 859. Plus tard, de nombreuses madrasas furent établies à travers le monde musulman. Et au fil de l'actualité, on peut découvrir des écoles telles que l'Institut Al-Bayan, le Centre linguistique Ar-Raouda, ainsi que le Collège polyvalent islamique de Douala. Le savoir est utile, important voire capital pour tout être et obligatoire pour tout musulman. Bonne suite d'émission et à très bientôt sur DBS Télévision. Un très beau reportage qui nous a été distillé par le concours de la réalisation piloté par Magdala Tombo
assisté de Monsieur Olomo Nicolas. Et derrière les caméras, nous avons Constantin Domki. C'est l'équipe qui vous sert avec ce cocktail intellectuel ou alors cette gymnastique intellectuelle pilotée par Halid Mama en compagnie de Monsieur Amadou Fomporou qui est censeur du lycée de Niebel ici même à Douala. Alors, à la suite de cela, vous avez un commentaire? Oh, je ne peux pas ne pas avoir un commentaire. Quand on voit des images vraiment filtrées comme celle-là, les images d'une salle de classe, pour utiliser les termes techniques, je vois un enseignant dans une situation didactique, dans ce sens que lui, il est médiateur entre les enfants eux-mêmes et entre les enfants et le savoir. C'est ça la situation didactique. C'est vraiment une très bonne situation didactique là. Je vois comment il manipule les petits papiers pour apprendre aux enfants à écrire, comment il manipule le tableau, comment il met la discipline entre les enfants et encore comment les enfants sont très bien assis, rangés, les filles, les garçons, très bien habillés même encore, parce qu'actuellement, un peu partout là, quand on regarde les habillements des enfants maintenant, vraiment, c'est comme s'il était extrêmement déplorable. Mais je vois là les enseignants responsablement habillés, les enfants aussi responsablement habillés, une salle de classe très propre, une salle de classe qui dispose de tout ce dont on a besoin pour être dans une très bonne situation didactique. Ça je suis vraiment émerveillé et je crois que beaucoup d'enfants vont voir ça et beaucoup de ceux qui dirigent les établissements, qui ont l'intention de créer les établissements scolaires, peuvent prendre ça comme un exemple d'établissement qu'on peut mettre sur pied. Vivement que cela soit. Il le faut. Et que cela soit. Censeur, maintenant, nous voudrions vous poser une autre question, n'est-ce pas? Portant toujours sur les enfants. Quel est le rôle de l'enfant à l'approche de la rentrée scolaire? Est-ce que c'est uniquement le parent qui doit gérer toutes les activités jusqu'à ce qu'on arrive à cette date effective ou alors l'enfant a un rôle à jouer? L'enfant, c'est en fait l'enfant qui est au centre de tout ce qu'on appelle école. Tout ce qu'on fait, ce que l'État fait et ce que le parent fait. L'État avec ses démembrements, les enseignants, les administrateurs et tout, et de l'autre côté le parent, les tuteurs et autres, les communautés, les collectivités publiques locales décentralisées, tout ce qu'on fait, c'est pour l'enfant. Donc il est hors de question que l'enfant soit en retrait. Ouais. On doit faire avec lui. J'aime le parent qui, avant d'acheter un sac de l'école pour un enfant, il amène l'enfant là où il peut acheter. Il n'achète pas et vient lui pondre ça à la maison. Non, non. C'est toujours bien d'aller avec l'enfant. C'est vrai que notre bourse n'est pas ce n'est pas élevé, mais c'est toujours mieux d'aller avec l'enfant. Il choisit ce que lui semble, ce qui lui est en fait confortable. Quand on achète un cahier à l'enfant, il faut que l'enfant soit là pour voir comment ça se passe. C'est très très important. On ne doit pas laisser l'enfant à la maison tout faire et venir lui imposer ça à la maison. Non, non. Les premiers jours, pour les petits enfants, les plus petits, on doit les accompagner. On doit les accompagner. On ne doit pas les laisser. Et c'est comme je le disais tantôt, c'est toujours intéressant d'accompagner les enfants à l'école, surtout les plus petits, avant la rentrée, pour qu'ils commencent à s'adapter à ce milieu-là. Il n'est pas très intéressant de venir le premier jour de la rentrée avec un enfant qui n'a jamais vécu ce milieu-là. Il risque d'être frustré, il risque d'avoir beaucoup de difficultés de laisser voir le parent rentrer comme ça. Raison pour laquelle dans certains maternelles, dans certaines écoles primaires, vous voyez les pleurs, les maîtres ne parviennent pas à s'en sortir parce que les parents, pour la première fois, sont venus jeter l'enfant et partir. Donc, on se résume en disant que la préparation de la rentrée d'un enfant, c'est le parent et l'enfant à la fois. Ce n'est pas une partie qui le fait. Déjà, l'enfant ne peut pas faire seul parce que le financement vient du père. Et le père ne doit pas faire seul parce qu'il a le financement. Il doit faire avec l'enfant parce que c'est l'enfant qui est au centre de toute cette opération didactique. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Et de l'autre côté, l'administration fait toujours, actuellement, avant de parvenir ici dans votre studio, nous étions au travail. Et je vais partir d'ici pour ce travail-là. Il est hors de question qu'on fasse le travail de l'autre côté et du côté des parents, le travail soit un peu bâclé. Donc, le travail, c'est un travail d'équipe. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Il y a lieu de vous remercier vraiment et remercier tous les enseignants parce que c'est grâce à eux que nous avons acquis certains savoirs. Nous avons tendance à voir des personnes ou des personnalités qui oublient, n'est-ce pas, ces personnes qui ont été sur nos chemins
qui nous ont accompagnés en nous partageant leur savoir acquis dans les écoles. Donc nous rendons un vivant hommage à tous les enseignants et nous les adressons nos vifs encouragements dans l'exercice de leurs fonctions. Alors vous aviez également parlé, n'est-ce pas, du rangement des filles et des garçons d'un côté à l'autre. Bon, nous savons qu'il y a une mixité dans les établissements, notamment laïcs. Et vous qui êtes non seulement enseignants, mais également musulmans et parents, quel est votre regard à cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Pas forcément une critique, mais quel est votre regard et quelles sont vos suggestions? Bon, par le passé, je vais rentrer un peu en arrière. L'établissement où je travaille maintenant, c'était appelé lycée des jeunes filles. Par le passé, on appelait. Donc, ici au Cameroun, il y avait les lycées pour les garçons et les lycées pour les filles. C'était comme ça. Ah. Avant même l'indépendance du Cameroun, c'était un peu comme ça. Et nous, quand nous étions à l'école primaire, il y avait côté garçon, côté fille. C'était comme ça. Il y avait toujours deux rangées, côté garçon, côté fille. C'est progressivement que la mixité est arrivée. Bon, si c'est déjà le cas, hors de question pour un musulman de dire que comme c'est mix, les gens s'asseyent, garçons à côté, filles à côté, je ne pars pas à l'école. Non, on doit faire l'école dans cette situation-là. Déjà, quand vous entrez dans un marché, il n'y a pas un marché pour les femmes et un marché pour les hommes. Si il est arrivé que nous soyons mixtes dans un... Ce qui est très déplorable en islam, c'est le fait de se retrouver seul, un garçon seul avec une fille seule, isolé quelque part. Mais à partir du moment où vous êtes quand même dans une salle, il y a un chef de salle, à savoir l'enseignant, qui est là, il vous surveille. Je venais de dire tantôt que l'enseignant, il est médiateur entre les élèves et médiateur entre les élèves et le savoir. Donc, tout ce que vous faites, l'enseignant contrôle. Et aller un peu plus loin en ce qui concerne les relations entre filles et garçons, c'est extrêmement prohibé dans tous les établissements scolaires du Cameroun. Je préfère me limiter au Cameroun où je connais quand même. Oui, c'est extrêmement prohibé. Donc, toutes ces relations-là, c'est contrôlé par l'enseignant, on voit. Donc, il est hors de question de dire que comment s'asseoir, garçon, fille, bon, c'est une raison pour laquelle moi je n'ai pas à l'école. Non. Toujours est-il qu'avec le temps, avec les propositions des parents, des Camerounais, on peut encore arriver à une situation où on est les côtés garçons, côté filles. Pourquoi pas? Si on se rend compte avec les propositions des parents, le Cameroun, en fait, c'est un pays de droit, c'est un pays où on écoute vraiment les parents. Avec la décentralisation qui vient là, n'empêche que dans une localité, puisque c'est vous qui gérez votre localité avec les contraintes, les contingents de cette localité-là, n'empêche que vous étudiez ce problème avec toutes les parties prenantes pour voir comment disposer les enfants dans une salle de classe. Ce n'est pas le ministre qui vient dire comment on doit disposer, non. Tout dépend de la... Et il y a dans la didactique ce qu'on appelle la topogénèse dans une salle de classe. L'enseignant prend des décisions topogénétique, c'est-à-dire topo, c'est la disposition des enfants en fonction du savoir qu'il veut passer. Les enfants peuvent être côte à côte, mais à un certain moment, on les dispose d'une manière ou d'une autre pour faire passer un certain, soit en groupe des garçons, groupe des filles à part, groupe des vieux, pour faire passer un certain message, ou bien pour faire une certaine pratique, ou bien un certain exercice. Ce n'est pas le ministre qui vient le dire, c'est plutôt l'enseignant qui, dans sa classe, voit que pour passer tel message, ou bien dans un laboratoire, pour passer tel message dans un laboratoire, pour mieux pratiquer tel, il faut plutôt faire ceci, faire cela, faire cela. Ce n'est pas le ministre qui le dit. Et aucun règlement intérieur ne dit que faites plutôt comme ça. C'est un style d'enseignement qui nécessite, tout comme vous êtes ici dans le journalisme, c'est vous qui savez pourquoi vous m'avez mis ici, vous êtes assis là-bas, je ne peux rien demander. Vous êtes dans votre métier, vous savez comment. Le ministre de la communication ne viendra pas vous dire comment disposer les choses ici. C'est la même chose avec les enseignements. Donc les gens s'arrangent en fonction de leur milieu, en fonction du message qu'ils veulent passer et adoptent une position quelconque. C'est ce que j'appelle la topogénèse dans la salle de classe. La disposition des enfants, filles, garçons, les plus vieux, même ceux qui ne regardent pas bien, on sait comment les placer dans une salle de classe. Ce n'est pas le ministre qui vient le dire. Censeur, au fil de l'actualité, rappelons que le système d'enseignement va être en 2 temps. Oui. Comment est-ce que vous percevez cette nouvelle stratégie de gestion? Parce qu'il faut dire que cela a été mis sur pied parce qu'il n'y a pas assez de salles de classe et qu'on a besoin de pas plus de 50 élèves dans les classes. Est-ce que ça ne va pas peser du côté pédagogique? Mais je trouve
s'il y avait assez de salles de classe, je trouve même que c'est une très bonne chose. Très bonne chose en ce qui concerne la disposition des enfants dans une salle de classe. 50, c'est une très bonne chose même. Je trouve vraiment que c'est une très bonne chose. Dans d'autres pays, je n'aimerais pas citer ces pays parce qu'ils sont déjà trop évolués par rapport à nous. Mais si on est 50 dans une salle de classe, l'enseignant peut bien développer sa didactique, sa pédagogie, bien se déployer, plus que quand on est 100, 120, 100, combien là. Donc je trouve plutôt que c'est bien. Là où on peut avoir les problèmes, c'est peut-être le nombre d'heures par semaine. Ce problème peut se poser. Mais en tant que les enseignants experts, et beaucoup d'entre eux sont vraiment experts, savent comment faire pour pallier à ce problème de nombre d'heures qui risque de diminuer. Quand on est dans une situation de guerre, entre guillemets, on doit trouver la stratégie, la pédagogie de guerre et la didactique de guerre. On doit s'adapter. Et en espérant que d'un moment à l'autre, la Covid va disparaître pour qu'on revienne à la normale. Mais il est hors de question qu'on attende que la Covid parte avant de continuer l'école. Ce qu'on ne parviendra pas. Donc les mesures sorties par le gouvernement, selon lesquelles diviser par 2, faire la mi-temps, ce sont des mesures palliatives que je trouve très bien. C'est à nous de nous adapter. C'est bien que c'est très déplorable qu'il n'y ait pas assez de salles de classe, qu'il n'y ait pas, mais on est en train de se battre pour trouver les voies et moyens. Quand on a divisé par 2, si on avait 50 classes, et il y avait 50, quand je dis 50 classes, classe 6e, 1, M2, M3 jusqu'à terminale, si c'est 50, on avait 50 salles l'an passé. Quand on divise par 2, certains font le matin, certains font le soir, on peut avoir rien que besoin de quelques salles pour déployer l'année scolaire comme il le faut. Donc je ne trouve pas en ça un très grand handicap, encore que c'est palliatif. Si on vous invitait dans un champ parental, là où vous n'êtes plus enseignant, vous êtes parent, et vu la société, avec l'évolution de la société, les comportements de nos confrères et consorts jeunes, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'éducation qui se passe aujourd'hui? Quand vous dites éducation, il faut qu'on sache si c'est éducation de l'école. C'est dans le sens général. Parce que c'est le groupement qui fait les dans le sens général, c'est déplorable et même lamentable. Parce que quand on voit ce qui se passe, comment les jeunes ne se respectent pas entre eux, comment les jeunes ne respectent pas les vieux, comment ça se passe dans les villages où les villages étaient supposés être les milieux où l'éducation, l'affection, en fait, on vivait ça. Mais actuellement, ce n'est plus vraiment ça. Les agressions par-ci, les fumeurs de chambre par-là, les choses que par le passé, nous, on n'a pas vécu ça. Moi qui vous parle là, si vous me montrez les chambres, je ne saurais pas, je ne peux pas distinguer ça. Je ne connais même pas ce à quoi ça ressemble. Mais les petits-enfants maintenant, dans les quartiers, vous les voyez fumer, vous les voyez avec les couteaux, vous les voyez dire du n'importe quoi aux vieux. Dans les réseaux sociaux, vous voyez des injures, même pas seulement les petits-enfants. Les vieux de 70 ans s'injurient dans les réseaux sociaux comme les petits-enfants. Même ceux qui sont supposés être des éducateurs, quand vous les écoutez parler, on a vraiment de la nausée. C'est comme si un deuxième Satan est descendu sur terre. Il faut que nous nous rabaissions un peu, qu'on essaye de voir vers où on va. Parce que d'après moi, ça ne va pas. C'est notre obligation de sensibiliser, c'est notre obligation de rappeler, n'est-ce pas, vers la ligne droite afin que la société soit exemplaire. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est cette célèbre citation qui est tant utilisée par plus d'une personne par mois et par vous, sans doute, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Professeur, nous avons tendance à voir des élèves qui sous-estiment ou bien qui ne donnent pas assez d'importance à ce qu'on appelle le conseiller d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là? Heureusement qu'actuellement, dans presque tous les établissements publics au Cameroun, il y a des conseillers d'orientation, pas seulement un. Moi, j'ai fréquenté au lycée Sultan Ibrahim Joël de Foumban, les deux grands lycées de Foumban. Il n'y avait aucun conseiller d'orientation à l'époque, avant les années 90. Les conseillers partaient de Bafoussam, la capitale régionale, c'était provincial de l'Ouest, pour venir nous faire quelques 5 minutes d'orientation, comme ça est parti. Les enfants actuellement ont une chance extrême d'avoir les conseillers partout, dans tous les coins et les recoins. Que ce soit dans les collèges privés, déjà par le passé, les lycées n'en avaient pas combien de fois les collèges privés, mais actuellement, dans tous les collèges privés, presque, il y a des conseillers d'orientation, et c'est même exigé par la tutelle. Je m'en vais demander aux parents, les prier même,
qu'il s'accommode des services des conseillers d'orientation. Un conseiller d'orientation, c'est un enseignant comme tout. Quand je dis enseignant, c'est un personnel de l'éducation comme tous les autres. Et il n'est pas seulement conseiller pour l'école, il est conseiller pour l'école et pour le monde professionnel. Ouais. Donc, le fait de dire cet enfant va faire médecine, l'autre va faire ingénierie, l'autre va faire sans un conseiller d'orientation à côté de vous, c'est parfois le début de l'échec. Exactement. Donc, vous devez, chers parents, dans vos établissements scolaires, tâchez moyen de voir, de vous attacher d'un service du conseil d'orientation. Et ils sont là. Ils n'attendent que ça. Ils vont dans les salles de classe à tout moment. Ils ont même quelques emplois du temps aussi. Ils sont presque surchargés comme tous les enseignants. Et c'est aux parents, quand il y a un petit problème, d'aller vers eux. Donc le parent a à sa disposition l'enseignant même. Il a à sa disposition le chef, le professeur principal, et il a à sa disposition le surveillant général, le censeur, le conseiller d'orientation qui le conseille, comme on le dit, dans l'orientation de son enfant. Pas seulement ça, les problèmes d'ordre psychique, psychiatrique à la maison, les problèmes d'ordre moral que l'enfant connaît à la maison, peut être résolu par le conseiller d'orientation. Les problèmes psychologues. Oui, c'est un psychologue, mais les parents ont tendance à ne pas savoir cela. Quand vous avez vos problèmes à la maison avec les enfants, vous parlez, n'écoutez pas, vous dites ceci, ça ne marche pas. Essayez d'aller vers le conseil d'orientation et vous ouvrir, expliquer clairement votre problème. Vous serez reçu et ça peut être un début de solution pour vous. Donc je me réjouis de ce que dans tous les établissements scolaires au Cameroun, il y a les services de conseil d'orientation. Il faut dire que l'orientation, c'est quelque chose de particulier et qui est particulièrement négligé dans notre société. Justement. Mais je puis vous rassurer, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que c'est un élément capital parce que c'est à partir du conseil d'orientation que nous pouvons nous situer. Si je prends le cas par exemple de Belabo, mon village, et c'est dans la région de l'Est Cameroun où il y a un problème d'électricité, vous avez difficilement accès aux informations. Et là, le conseil d'orientation qui est là pourrait facilement vous guider, n'est-ce pas, sur le choix à venir après l'obtention de votre baccalauréat. Je dirais comme ça. Le conseil d'orientation devrait être l'ami de l'élève, tant sur le plan éducatif, mais également sur le plan social. Parce que c'est une personne qui est dotée d'une certaine connaissance de la société, mais également de l'école. En fait, les conseillers d'orientation sont des personnes qui devraient être pris à deux mains. Non, ne vous fiez pas sur les coefficients. L'école, ce n'est pas le coefficient pour dire que je vais me concentrer sur telle matière ou sur telle filière pour miser et avoir mon examen ou alors mon résultat positif. Le conseiller d'orientation, même si le coefficient est bas, c'est la personne qui est importante. Parce que c'est cette personne qui pourrait nous amener à être les meilleures personnes. Et sachons bien, par le halte de dit, on ne peut ne pas communiquer. Et on peut communiquer avec qui de mieux, si ce n'est nos enseignants. À côté de ça, nous voudrions revenir, n'est-ce pas, avec notre invité, qui est M. Amadou Fompo. Nous voudrions vous demander, n'est-ce pas, on voit souvent dans la société des élèves qui ont tendance à, après être rentrés des classes, nous savons que nous sommes dans une société précaire, vague à des occupations commerciales quelquefois sans se reposer. Et là, on a un souci, n'est-ce pas, de planification d'horaire pour les études et pour se rendre à l'école. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce mode-là? Bon, nous sortons tout à l'heure du conseiller d'orientation. Déjà, quand un enfant part de l'école, comme l'école commence lundi, là, l'enfant ne doit pas attendre avant de planifier la manière dont il va travailler, la manière dont il va se déployer toute l'année. Son enseignant peut l'aider pour ça et le conseiller d'orientation peut l'aider pour ça. Déjà, quand un enfant sort des cours, qu'il comprenne que le cours qu'il a pris aujourd'hui, qu'il a construit, parce que l'école maintenant n'est plus un endroit où on pompe les cours aux enfants, mais on construit plutôt la connaissance avec l'enfant. Quand vous avez construit une connaissance avec votre enseignant, rentrez à la maison et le même jour, tâchez moyen de le lire et de le relire le même jour. Il est hors de question d'avoir un emploi du temps où on lit aujourd'hui, on construit la connaissance aujourd'hui, on garde pour lire dans une semaine. On se fie plutôt aux autres choses. Non. Le même jour-là, c'est bien approprié pour que vous acquériez vraiment ce que vous mettiez vraiment ce que vous avez appris aujourd'hui là où il le faut. De sorte que le jour de l'évaluation ou bien la veille de l'évaluation, vous ne fassiez qu'une simple révision. Donc, quand un enfant rentre de l'école, la première des choses pour lui, c'est de se reposer, manger, se reposer un peu et se mettre au travail. S'il y a des petites tâches domestiques, qu'il passe aux tâches domestiques, mais après les tâches domestiques, c'est le travail. Ce n'est pas la télé.
La télé que je peux conseiller aux enfants, c'est le journal. Dans toutes les chaînes du monde, les journaux, surtout au Cameroun, c'est 20h. La CATV, c'est 19h30, 20h30. La DBS, je crois que c'est pareil. C'est 20h. C'est 20h. Le journal, c'est presque 20h. Vous suivez le journal. C'est ça qui est plus important pour un enfant. Il suit le journal. Après le journal, il se met au travail. Il ne travaille pas jusqu'à 4h du matin, non. Quand un emploi du temps est bien fait et suivi régulièrement, un travail de 4 heures par jour, c'est un peu suffisant pour un élève moyen. Donc, à 22h, 23h, il peut dormir et reprendre la journée du lendemain dans des meilleurs auspices. Professeur, est-ce qu'on peut parler de ces parents aussi qui, n'est-ce pas, ne gèrent quelquefois pas le programme de l'enfant? J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Parfois, lorsque l'enfant rentre des classes, c'est là où on lui donne déjà de l'activité commerciale à aller faire et tout cela. Est-ce que cela ne joue pas négativement dans le système éducatif? L'activité commerciale, ce n'est pas une mauvaise activité en tant que telle. Il faut seulement savoir à quelle heure il faut le faire. Puisque l'école de maintenant, c'est la donne pédagogique actuelle, c'est la pédagogie par les compétences. Pour dire que les commerces et l'agriculture, tout ça fait partie. Ça fait partie de l'école. Donc, on ne peut pas interdire le commerce, mais le commerce d'un enfant de l'école primaire, c'est dangereux. Un petit enfant, déjà physiquement, sa sécurité, ce n'est pas déjà bien. Il faut qu'on voit bien. Bon, pendant les congés comme ça, il y a les enfants qui font leur commerce pour payer leurs petits trucs à la rentrée. C'est une très bonne chose. Mais pendant l'école, je déconseille les parents qui, au retour de l'école de l'enfant, on le lance au marché pour qu'il aille faire. Non, ce n'est pas bon. Dans la semaine, le commerce, je ne trouve pas ça très bien. Mais peut-être le samedi, si le parent a sa petite boutique, l'enfant peut peut-être passer là-bas, faire 2 heures, voir comment ça se passe, l'aider un peu, mais continuer toujours dans les études. Parce qu'il n'y a pas, il faut qu'on mette beaucoup plus de temps dans les études, parce que le commerce, c'est après. Mais pas mettre la croix sur le commerce. Non, non. Ce que le parent fait, l'enfant doit essayer de voir, savoir. C'est lui l'héritier du parent. Hein. L'enfant est l'héritier de son père. Il ne faut pas que le père décède, on ne souhaite pas, et que tout soit mis sans dessous, parce qu'il n'y avait aucun enfant qui regardait un peu comment ça se passe. Mais chaque chose a son temps. Le commerce a son temps. Pendant les congés, pendant le week-end, quelques temps, rien que pour essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école, mais se consacrer plutôt dans ses études. Dans tout emploi du temps, il y a toujours un petit temps de loisir. On ne peut pas prendre les 24 heures rien que pour l'école. Il y a le temps de loisir, il y a le temps de repos. Quelqu'un peut choisir son temps de loisir plutôt pour faire son commerce. Loisir pour certains, c'est le football, c'est les... Même malheureusement maintenant, loisir pour certains enfants, c'est les jeux de bali dans les salles, c'est le fumer, je ne sais quoi, c'est ça le loisir, ce qui est très dangereux. Mais un enfant qui prend ses 2 heures de loisir pour assister son père dans son petit commerce, c'est une très bonne chose. C'est lui qui prend ses 2 heures de sport, il fait peut-être 1 heure, et pas regarder comment sa maman fait dans son atelier de couture, c'est une bonne chose. Mais après, il revient dans son cahier, parce que c'est dans la jeunesse qu'on apprend. Dans la vieillesse, on peut toujours apprendre, mais dans la jeunesse, on a plus l'esprit, de l'esprit est vraiment ouvert pour acquérir beaucoup de connaissances. Nous comprenons donc qu'avec la nouvelle donne de l'enseignement, avec l'approche par compétences, les activités parallèles que les parents pourraient donner aux enfants peuvent leur permettre de mettre en application les savoirs acquis aux établissements. Mais maintenant, le problème se pose sur le comment. C'est ainsi que nous reviendrons sur les conseillers d'orientation, parce qu'il faut dire que même le parent pourrait se rendre à l'école pour aller voir le conseiller d'orientation et avoir des idées sur comment est-ce qu'il pourrait, n'est-ce pas, gérer sa vie familiale avec son ou ses enfants, afin que ces derniers puissent être, n'est-ce pas, des excellents élèves dans les écoles. À côté de ça, nous voyons également, à l'entame de la rentrée scolaire, des élèves par groupe qui forment directement des groupes d'études. Qu'est-ce qu'on pense des groupes d'études? Parce qu'il y a parfaitement des groupes d'études qui sont excellents ou bien qui sont à apprécier, et il y a des groupes d'études qui sont seulement une couverture pour, n'est-ce pas, vaquer à d'autres occupations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les groupes d'études? Les groupes d'études, comme on parlait du conseiller d'orientation, il est très bien placé pour former les groupes d'études des élèves de son établissement. Le professeur principal aussi, et n'importe quel professeur. Dans les groupes d'études, c'est une très bonne chose. Hein. Ce n'est pas pédagogiquement, ça tient. Mais il faut un contrôle, parce que les enfants sont les enfants. Dans un groupe d'études,
il faut une mixité. Quand je dis mixité, ce n'est pas au niveau sexe, mixité au plan connaissance. Ouais. Si vous avez un groupe d'études où tout le monde est faible, ce n'est pas bon. Si c'est peut-être un groupe d'études où on veut faire les sciences naturelles et personne n'a un niveau un peu supérieur aux autres en ce qui concerne les sciences naturelles, il n'y aura pas d'arbitre. Un groupe, il n'y a pas d'arbitre, ce n'est pas bon. Ouais. Donc le groupe doit être composé de sorte que les gens se complètent. Et le groupe ne doit pas dépasser un certain nombre en ce qui concerne l'effectif. Et le groupe ne doit pas évoluer seul. Parce que tout groupe devient une petite salle de classe, devient un petit, on appelle ça quoi? Quand vous êtes dans le groupe en train de travailler, vous êtes comme si vous étiez en situation didactique, mais ce n'est pas déjà ça, parce qu'il n'y a pas un arbitre qui dirige tout le groupe au plan savoir et qui dirige tout le groupe au plan pédagogique. Plan pédagogique, c'est-à-dire plan discipline. La discipline fait partie de la pédagogie, il faut qu'on comprenne. Dans une situation didactique, il y a le pédagogue qui est l'enseignant, il y a le didacticien qui est l'enseignant à la fois. Mais le groupe d'études, il n'y a ni pédagogue, il n'y a ni didacticien, c'est eux entre eux qui cherchent à construire la connaissance et il n'y aura personne pour valider cette connaissance ou encore moins l'institutionnaliser au cas où. Dans le groupe, ça se compose avec beaucoup de tact. Ce n'est pas l'enfant qui compose son groupe avec ses amis de baignée et consorts, ça risque de venir du n'importe quoi. Et les parents, quant à eux, doivent savoir avec qui leurs enfants marchent, surtout dans ce groupe-là. Quelles sont les morales des enfants qui sont dans le groupe? Si le moral n'est pas bon, mieux vaut disloquer le groupe, mieux vaut que l'enfant apprenne seul quand le groupe est... Vous savez, dans la bouche, quand vous mettez une mauvaise graine d'arachide, ça annule tout ce qui était déjà dedans. Exactement. Une seule mauvaise graine. Et c'est comme ça que dans le groupe, s'il y a un seul mauvais élève, le groupe risque d'être voué à l'échec. Assez d'éléments, assez d'informations, mesdames et messieurs, pour vous, pour être des bons élèves, bien préparer sa rentrée scolaire, c'était le thème retenu pour cette autre édition de votre émission La Voix de l'Islam, diffusée, n'est-ce pas, sur la Dan Broadcasting System Television. Vous serez sans doute devant vos petits écrans, vous serez sans doute sur notre page Facebook en direct pour suivre cette émission. Nous vous remercions amplement et infiniment. Avec monsieur Fompo Amadou, nous allons prendre le mot de fin pour conclure, mais là la réalisation nous montre que le mot de fin ne pourrait pas venir. Donc nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous Inch'Allah à vendredi prochain. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.